Bonjour, il est 17h30 et nous sommes, je ne sais plus, jeudi. Voilà, on oublie un petit peu les jours qui se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas Arnaud parce que Arnaud est en train de voyager en train et donc ne peut pas se connecter. Est-ce qu'on me dit qu'il n'y a pas de son? Est-ce que vous avez du son là? Oui, d'accord, merci. Donc, Arnaud n'est pas là, mais bien évidemment, nous avons l'excellent Igor qui va essayer de prendre la place d'Arnaud. Il va falloir se méfier. Mais Igor, on a une première question qui nous est arrivée juste avant le début de cette séance, qui nous demandait si on pouvait avoir un panorama rapide sur les changements avec la facturation en rouble pour le gaz russe, sachant que la dépendance au gaz russe est pour la Finlande 94%. Donc quasiment l'intégralité. L'Allemagne, 49%, mais on peut imaginer les quantités, 49% de la consommation allemande, c'est absolument énorme. Et la France, 24%. Merci Igor. Merci Président, bonjour à tous. Effectivement, cette question va me permettre d'attaquer par l'actualité économique. Et effectivement, dans les sujets économiques, le paiement du gaz et dans quelle devise fait partie des sujets brûlants et qui ont été évoqués au cours des 24 dernières heures à plusieurs reprises. Puisque hier, le président Poutine s'est entretenu avec le président du Conseil italien, Mario Draghi. Ils ont évidemment évoqué le sujet du paiement des livraisons de gaz. Et lors de leur entretien téléphonique, le président russe a rassuré le président du Conseil italien, lui a confirmé que les conditions contractuelles seraient scrupuleusement respectées et que par conséquent, les sociétés européennes pourront continuer de réaliser leurs paiements en euros. Lors d'un entretien téléphonique aujourd'hui avec le chancelier Scholz, ou hier, le président Poutine a expliqué que le passage, en tout cas l'hypothèse du passage au paiement en rouble était le résultat direct du gel des avoirs de la Banque centrale de Russie par un certain nombre de pays dits inamicaux. Par conséquent, ça a provoqué cette mesure. Cela étant dit, les modalités de paiement pour les clients disposant de contrats en cours de validité, comme ça a été dit au président du Conseil italien, ne changent pas. Les paiements pourront s'effectuer en euros à travers Gazprom Bank, qui convertira ensuite les sommes en roubles. Cela dit, les mécanismes qui sont susceptibles de permettre un paiement en roubles sont en train d'être mis au point par les autorités russes, de sorte à ce que Gazprom Bank puisse, le cas échéant, à l'avenir, pour de nouveaux contrats qui seraient libellés non plus en dollars mais en roubles, être en mesure de traiter les transactions en monnaie, russe. Donc voilà pour le sujet du gaz. On peut parler d'une minimisation aujourd'hui de la portée de ce paiement en rouble. Certains diront qu'il s'agit d'un rétropédalage. En tout cas, on voit que la position ici de la Russie semble être plus souple que ce qu'on a pu entendre ces derniers jours. Autre élément, toujours dans l'actualité économique, les États-Unis ont assoupli leurs sanctions sur les engrais minéraux russes. Comme chacun le sait, la Russie est un très gros producteur d'engrais minéraux, avec à travers de gros conglomérats qui se livrent à cette aux livraisons de ce type de marchandises. Alors, c'est pas un geste, je dirais, de philanthropie, hein, c'est parce qu'il y a d'énormes pressions sur le marché mondial des engrais minéraux du fait tout simplement de la rupture de chaîne d'approvisionnement depuis la Russie en raison des sanctions et de diverses autres limitations, à tel point que certains experts n'excluent pas que les Européens comme les Américains assez rapidement lèvent certaines taxes en vigueur sur les engrais russes afin de faire diminuer la pression sur le marché mondial des engrais. Le président russe a signé aujourd'hui un oukase sur la souveraineté technologique et la sécurité des infrastructures critiques de l'information qui enjoint les entreprises publiques russes et leurs sous-traitants de ne plus utiliser de systèmes d'exploitation informatique ni de logiciels étrangers d'ici le 1er janvier 2025, donc dans un souci évidemment de réduire ce qui est perçu comme une vulnérabilité face à des opérateurs étrangers qui pourraient décider de se retirer ou de ne plus accorder de licence ou de ne plus vendre leur logiciel à la Russie, et toujours fidèle à cette logique donc de souveraineté que l'on rappelle ici depuis maintenant plusieurs semaines.
Enfin, toujours côté économie et sanctions, le chef de l'administration ukrainienne, Andrei Yermak, s'est plaint sur la chaîne Ukraine 24, une chaîne d'information ukrainienne, s'est plaint des sanctions introduites par l'Occident contre la Russie en expliquant que l'Ukraine n'avait pas le temps d'attendre leurs effets et qu'il fallait donc les accroître le plus vite possible puisque effectivement les effets, selon lui, se faisaient attendre. S'adressant au Parlement australien aujourd'hui, le président Zelensky a de son côté appelé à prendre très rapidement de nouvelles sanctions. Donc il a rejoint en ce sens-là les positions adoptées par le chef de son administration un peu plus tôt sur les chaînes donc, de télé. Je passe au dossier société et politique intérieure. L'Institut Levada a publié son étude mensuelle sur l'état de l'opinion russe, qui révèle une augmentation significative du taux d'approbation des différentes institutions du pays. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Selon cette enquête, je rappelle que l'Institut Levada est qualifié d'agent de l'étranger, donc on ne peut pas le suspecter de complaisance à l'égard des institutions russes en général. Contrairement aux instituts précédents qu'on a évoqués, le FOM et le FTIOM, qui ont plutôt la réputation d'être loyaux envers le pouvoir. Alors, selon ces différents marqueurs qui ont été testés, le taux d'approbation de l'action du président Poutine, donc c'est le taux d'approbation de l'action du président Poutine, pas la confiance en le président Poutine, en son action passe de 70% en février à 83% en mars. C'est-à-dire qu'on est au niveau de juillet 2017, c'était un niveau d'approbation qui n'était pas vu donc pratiquement depuis 5 ans. Le rejet de son action s'établit à 15% alors qu'il était à 27% en février. Donc on voit qu'en gros, il y a une approbation très positive et significativement positive de son action. Le taux d'approbation du Premier ministre, Mishustin, monte également en flèche puisqu'il passe de 60% en février à 71% en mars. Soit un niveau qu'on n'avait pas vu depuis septembre 2014. Les Russes approuveraient à 70% l'action du gouvernement dans son ensemble, là aussi un niveau jamais vu depuis que Levada teste ce marqueur depuis janvier 2000, depuis 22 ans. Le taux d'approbation du gouvernement en général était relativement faible. Et sans vous donner les chiffres, mais les taux d'approbation de la Douma et des gouverneurs, même ceux des gouverneurs, voient également leur taux augmenter. L'enquête de Levada révèle également que le taux de confiance dans le président russe progresse de 10 points en s'établissant à 44%. Et les taux de confiance dans le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, qui sont généralement les figures les plus connues, en tout cas de la part parmi la population russe, progressent également plus modestement de plus 1 à plus 4 points. Alors c'est un sondage qui a été réalisé entre le 24 et le 30 mars dernier. Comme je le disais, l'Institut Levada est en général un institut avec les chiffres duquel on peut travailler, avec lesquels nous travaillons, parce qu'il révèle en général des tendances sur lesquelles on peut s'appuyer, étant entendu que dans le cadre de cette enquête précise, la question qui a été posée aux personnes sondées n'est pas s'ils approuvent ou pas l'opération spéciale en Ukraine, c'est pas le sujet. Alors c'était la question qui était posée dans les enquêtes précédemment réalisées par le FOM et le FTIOM, qui a révélé des chiffres proches de 74 à 70% d'approbation. Là, Levada, c'est évidemment le point mensuel en termes de, comme je le disais, d'approbation de différents marqueurs des institutions russes. Cela dit, on peut donc la question de savoir si finalement les gens qui répondent au téléphone déjà souhaitent-ils ou pas participer à ce sondage. Dans le cas du FOM et du STIOM, on peut comprendre que certaines personnes étaient probablement réservées à donner leur avis sur la question qui était posée. Mais dans le cadre de l'Evada, c'est des questions qui sont un peu plus neutres. Hein. Approuvez-vous ou pas l'action du président? Approuvez-vous ou pas l'action du Premier ministre, du gouvernement? Donc évidemment, il faut là aussi peut-être être un peu réservé vis-à-vis de ces chiffres, mais néanmoins, ils sont assez édifiants en termes de progression. Je continue, ouais, d'accord. Voilà. Je passe au sujet de la diplomatie et donc voir un peu ce qui se passe depuis les pourparlers d'Istanbul. Alors, les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes, excusez-moi, vont reprendre dès demain en format en ligne. Ça a été indiqué aujourd'hui par un des conseillers par le chef du parti présidentiel ukrainien Serviteur du Peuple, qui est également donc David Arachamia, qui est également membre de la délégation ukrainienne. Et qui a formulé le vœu qu'au cours des prochains jours soit élaboré le projet d'accord de paix et d'après lui, qu'ensuite on puisse s'attacher aux préparatifs des rencontres entre les deux présidents. Ça, c'est donc les déclarations côté ukrainien.
La diplomatie turque s'est exprimée sur le sujet. Le ministre turc des Affaires étrangères, M. Çavuşoğlu, a dit ne constater aucune mise en œuvre complète des résultats issus des pourparlers d'Istanbul en début de semaine, mais il a cependant indiqué que les ministres russes des Affaires étrangères et ministres ukrainiens des Affaires étrangères, Sergei Lavrov et M. Kouleba, pourraient à nouveau se rencontrer en Turquie d'ici 1 à 2 semaines. Roman Abramovich, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et certains se posaient la question finalement quel était son rôle dans l'histoire, à quel niveau il contribuait. Le conseiller du président ukrainien, Mikhail Podolyak, qui lui aussi est membre de la délégation ukrainienne, a apporté un certain nombre d'éclaircissements et de précisions sur le rôle joué par l'homme d'affaires russe, qui ne sont pas inintéressants. Donc, selon lui, l'oligarque assure la logistique entre les deux délégations et intervient parfois en qualité de modérateur dans le processus afin de s'assurer qu'aucun malentendu ne s'installe dans le processus de discussion. Il aurait ainsi contribué, selon M. Podolyak, à rendre les échanges plus fluides et constructifs. Son rôle a été qualifié d'essentiel au même titre que celui des délégations. Et sans sa médiation, Mikhail Podolyak estime qu'il aurait été bien plus dur d'établir des canaux de communication entre les deux délégations. Donc, visiblement, d'après la partie ukrainienne, M. Abramovich joue un rôle quand même charnière dans le bon déroulement de ces pourparlers, donc un rôle de médiateur en quelque sorte. Je reviens à l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Mario Draghi. À l'occasion de cet entretien téléphonique, Vladimir Poutine aurait affirmé au président du Conseil italien que les conditions pour établir un cessez-le-feu n'étaient à ce jour pas réunies en Ukraine. Et enfin, d'après le conseiller du président ukrainien, Alexei Arestovitch, donc qui est aussi dans l'administration présidentielle ukrainienne, M. Arestovitch a indiqué qu'aujourd'hui, l'industrie de défense ukrainienne était pratiquement anéantie par les opérations russes. En matière de contacts internationaux autour du dossier, je l'ai dit, M. Zelensky s'est exprimé aujourd'hui devant le Parlement australien à distance, en ligne, mais il s'est également adressé au Parlement hollandais. Et à cette occasion, il a demandé des livraisons d'armes supplémentaires et également des promesses de fonds pour la reconstruction du pays. Enfin, après le projet de référendum dans le Donbass, c'est au tour de l'Ossétie du Sud d'annoncer la tenue d'un référendum à venir au sujet de rattachement de la République séparatiste donc à la Russie et donc de la réunification entre guillemets avec l'Ossétie du Nord. Si ce référendum se tient, il devrait avoir lieu après le 10 avril, puisque le 10 avril, il y aura de l'élection présidentielle en Ossétie du Sud. Et donc là, on peut voir que ces projets de référendum qui surgissent dans le Donbass et maintenant en Ossétie du Sud, on peut estimer qu'ils sont probablement la réponse, en tout cas une contre-mesure activée probablement par la Russie afin de contrer le projet de référendum mis en avant par Kiev, on en parle depuis plusieurs jours, afin de faire valider un éventuel accord de paix par le suffrage du peuple, et qui est probablement une idée qui n'est pas perçue de très bonne manière par la partie russe, qui suspecte a priori qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire pour gagner du temps et qui donc par conséquent a des chances d'être mal perçue. Voilà, Président, pour l'actualité du jour. Merci beaucoup Igor. Alors vous pouvez poser vos questions parce qu'on n'en a pas beaucoup là. On nous dit que les Russes sont patriotes, raison pour laquelle le taux de confiance dans le gouvernement montrait, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui justifie sur le fond plus cette hausse du taux de confiance du gouvernement? Est-ce que c'est une confiance dans l'armée russe? Est-ce que c'est les problèmes de rejet de la Russie en Occident qui commencent à se faire ressortir? Qu'est-ce qui peut justifier en fait ces hausses de l'EVADA qui, une fois encore, est un institut tout à fait honorable et que l'on respecte beaucoup ici. Alors c'est intéressant que tu mentionnes l'armée russe parce que l'armée russe fait partie des institutions du pays, et il s'agissait jusqu'à récemment, enfin jusqu'à aujourd'hui, de l'institution dans laquelle les Russes avaient le plus confiance, c'est-à-dire c'était pas le président en tant qu'institution, mais c'était d'abord l'armée russe qui avait depuis, je crois maintenant au moins 3-4 ans, si c'est pas plus, qui était plébiscité par les gens qui étaient sondés une fois de plus par l'EVADA, à qui on posait la question: dans quelle institution placez-vous le plus votre confiance? C'est d'abord l'armée, en deuxième le président, et puis venaient ensuite d'autres institutions. Ce qui montrait que l'armée était parvenue finalement
à redorer son blason et revenir sur les images qui étaient assez négatives, qui étaient liées aux années 90 et encore au début des années 2000. Ça, c'est un premier élément. Et d'ailleurs, il faudra suivre dans quelle mesure cette première place, alors dans quelle mesure l'armée arrive à maintenir ou pas cette première place dans les sondages auprès de l'opinion publique. Le deuxième élément, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a évidemment l'empilement de sanctions cataclysmiques sur la Russie depuis le 24 février. Ça, évidemment, ça provoque un sentiment, enfin, chez les gens de serrer les rangs derrière le chef, de serrer les coudes. C'est quelque chose qui paraît assez spontané et assez peut-être naturel. Et le deuxième élément, c'est, je pense aussi, au-delà des sanctions, un certain nombre de mesures qu'on pourrait qualifier d'anti-russes, ou en tout cas pas franchement amicales à l'égard de la Russie, qui ont été prises spontanément, sur la base, je dirais, entre guillemets, du volontariat, par certain nombre de pays ou certain nombre d'organismes en Occident qui voulaient témoigner par là de leur sympathie à l'égard de l'Ukraine, en annulant tel concert avec tel artiste russe, en annulant telle manifestation dédiée à la Russie, telle exposition, que sais-je. Évidemment, ça s'y résonne jusqu'ici, puisque les gens s'informent, lisent sur les réseaux sociaux, à la télévision et ailleurs, et voient qu'il y a des mesures qui ne sont pas des sanctions en tant que telles, mais plutôt des mesures de représailles, des mesures punitives prises de manière ad hoc contre ce qui est russe ou ce qui s'apparente à la Russie. Et ça, fatalement, ça a un impact, évidemment, dans la société ici, y compris auprès des gens qui n'étaient pas spécialement des gens qui votaient pour Russie Unie, ou peut-être des gens qui n'ont pas forcément voté pour M. Poutine, ou qui ne sont pas allés voter du tout, hein, peut-être, hein, mais qui, évidemment, par réflexe, décident de serrer les rangs. Alors après, il faut regarder, il y a la société russe, il y a les élites politiques, les élites financières. Bon, les élites politiques, on comprend qu'évidemment, il y a il y a un ciment très puissant qui agit, et même sur les élites économiques, les oligarques, il y a une chasse aux oligarques, entre guillemets, aux oligarques russes dans les pays occidentaux, puisqu'ils ont des avoirs, ils ont de l'immobilier, ils ont des bateaux, ils ont que sais-je en Occident. On voit que ces avoirs sont saisis partiellement ou intégralement depuis plusieurs semaines. Évidemment, là aussi, probablement, le réflexe, c'est de se dire, bon, ben, on serre les rangs derrière le chef et on revient dans notre pays, puisque de toute façon, il y a une prise de conscience plus largement, à mon avis, que même si demain un accord politique était signé, il n'y aura pas de retour à la normale, il n'y aura pas de retour à la situation qui prévalait avant le 24 février. Il y a une prise de conscience qui est une nouvelle réalité qui est en train de s'installer, qui va durer plusieurs années, peut-être 10 ans, 12 ans, et que par conséquent, revenir dès demain, je ne sais pas, en Europe, on sera perçu différemment, même si, une fois de plus, un accord était signé demain, ce qui est parfaitement improbable. Alors, on parlait de confiance en l'armée, on nous dit mais comment le russe de la rue comprend la situation militaire en Ukraine après plus d'un mois, sachant qu'en Occident, on parle volontiers d'enlisement. Je pense que... Bon, on ne commente pas les sujets militaires, hein, comme on a dit, mais sur la façon de s'informer, les gens, déjà, quand on s'intéresse aussi à différentes enquêtes d'opinion qui, pour le coup, sont menées plutôt par des entreprises de marketing, donc qui n'ont pas d'agenda politique ni rien, c'est vraiment comment dirais-je, de l'opérationnel, hein. On s'aperçoit que les gens déclarent déjà être majoritairement informés. Ils ne disent pas je manque d'informations, ils disent j'ai de l'information, premier élément. Et deuxième élément, ils expliquent s'informer principalement par quels canaux. Tout d'abord, la télévision, de manière sans surprise, hein. Ça, ils le disent. Premier canal, c'est la télévision. Les chaînes qui sont consultées, Pervi Canal, Russia 24, Zvezda, la chaîne du ministère de la Défense, qui ont vu leur fréquentation augmenter depuis le 24 février. Le deuxième canal, ça va être le web, Internet, et ensuite les réseaux sociaux et principalement Telegram. Ça, c'est les trois principaux canaux mis en avant et qui ont vu leur fréquentation et leur utilisation clairement augmenter depuis le 24 février. Donc, on peut voir, sachant que le Telegram est quand même réservé, je ne vais pas dire à une élite, mais c'est quand même une partie spécifique de la population qui l'utilise. Et évidemment, les gens, donc, à travers ce qu'ils voient, après ce qu'ils recoupent, est-ce qu'ils ont la curiosité d'aller chercher plus, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, les gens affirment être informés et ils ont à leur disposition un certain nombre de canaux. Alors, beaucoup de questions sur le rouble, et notamment le décret dont tu parlais. On te demande si c'est vraiment la réalité. Il y a-t-il eu un décret aujourd'hui? Et apparemment, il y a une panique en ce moment parce qu'il y a une dépêche AFP qui dit qu'ils doivent ouvrir des comptes en roubles. Excusez-moi, ma dépêche a bougé.
au moment où je l'analyse, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans les banques russes et ces comptes devront payer le gaz livré, et cela dès demain, a déclaré Vladimir Poutine à la télévision après avoir signé le décret en ce sens. Bon, ça, c'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est qu'il y a des informations qui peuvent tomber au compte-gouttes. Donc, moi, je préfère avoir un peu de recul pour analyser ces informations. Moi, les choses que j'ai évoquées, c'est je me suis appuyé sur les déclarations de M. Peskov en milieu d'après-midi, qui expliquait que, pour les contrats en cours, il n'y avait pas de changement, les paiements seraient effectués en euros. Par contre, ce qui était insisté, là où il a bien insisté, c'est que toutes ces transactions se faisaient à travers Gazprom Bank. Gazprom Bank, en fait, était désigné comme un petit peu l'interface à travers lequel toutes ces transactions devaient avoir lieu. Et que pour les contrats à venir, en tout cas, c'est la question qu'on peut se poser finalement. Pour les contrats à venir, ce sont des contrats de long terme, hein, c'est des contrats qui courent sur plusieurs années. Dès lors qu'on les renouvellera, se posera la question de savoir si on va les libeller en dollars ou en roubles. Et s'ils sont libellés en roubles, évidemment, les opérateurs devront ouvrir des comptes, comme ça a été évoqué dans une des questions, visiblement, en roubles chez Gazprom Bank. Ça, c'est en l'état actuel des informations aujourd'hui. Mais c'est pour les contrats à venir. Et une fois de plus, je m'appuie sur les déclarations de M. Peskov à la mi-journée. Alors Bruno Le Maire vient de déclarer que Paris et Berlin refuseront de payer leur gaz en roubles. Quelle est l'issue possible de ce bras de fer? Pour l'instant, moi, je crois comprendre que le bras de fer, il a un peu fait pchit, hein, comme disait un président de la République française. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de rétro-pédalage, ou en tout cas de minimisation de la portée de ce paiement en rouble par les autorités russes. Effectivement, il y avait une espèce de poker menteur qui s'était un peu installé, qui va craquer peut-être le premier. Je ne dis pas que les Russes ont craqué, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas, on dirait qu'ils ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Et une fois de plus, Poutine a réaffirmé à ses interlocuteurs, que ce soit le chancelier Scholz ou le président du Conseil Draghi, que les paiements pourraient se poursuivre en euros. Cela étant dit, un certain nombre de pays européens qui sont plutôt très dépendants ou dépendants du gaz russe, l'Autriche par exemple qui est extrêmement dépendante du gaz russe, a manifestement déjà commencé à considérer un certain nombre de scénarios dans le cas où Gazprom déciderait de couper le robinet. Et d'ailleurs, Gazprom a affirmé dans la journée, et ça fait probablement partie de cette partie de poker, qu'elle envisageait effectivement tous les scénarios, y compris celui de devoir couper les approvisionnements en gaz. Donc, mais pour l'instant, si on s'en tient aux déclarations qui viennent de porte-parole du Kremlin, pour les contrats qui ont cours, il n'y a pas de... Nouvelle vient de tomber, Poutine vient de signer un décret sur la vente de gaz en rouble. Donc, les contrats sont arrêtés, nous dit-on. C'est la difficulté de l'exercice que je disais. Voilà, mais oui, c'est qu'on fait l'histoire, on commente l'histoire. On est au fil de l'eau. À savoir quand on sera appliqué, on vous le dira demain. Ouais, voilà. Parce que c'est pas parce qu'ils ont signé un décret que qui rentre en application. Exactement, qui va être appliqué immédiatement. Ouais. Mais les gens nos éditeurs se posent une question, ne comprennent pas très bien toujours l'intérêt du rouble, parce qu'ils disent ça sert à quoi la Russie a beaucoup de roubles, à quoi ça leur sert? Ils ont besoin de devises, donc à quoi ça leur sert-il? Et comment, en quoi est-ce contraignant pour les pays importateurs, puisque de toute façon, ils vont importer ils vont avoir des dollars qui vont convertir en roubles, pour expliquer aux gens. En fait, il y a deux questions. Bon, sur quel est l'intérêt? Moi, si on part sur ce scénario qui semble se dessiner au vu des informations qui sont en train de tomber, moi, l'intérêt que je vois, et là je me réfère encore au contenu d'entretien téléphonique entre Scholz et Poutine, c'est que c'est envisagé comme une mesure de représailles de la part des Russes suite au gel des avoirs de la Banque centrale de Russie par certain nombre de pays présentés comme inamicaux, donc, dont la France, l'Allemagne, etc., puisque la Banque de Russie avait des dépôts dans les banques centrales de ces pays. Donc on peut imaginer que c'est un élément de bras de fer, de négociation, pour obtenir le dégel d'une partie de ces avoirs. Une fois de plus, moi je m'en réfère au contenu, pour essayer de tirer des conclusions un petit peu à chaud comme ça. Et le deuxième élément, quand tu me dis pourquoi est-ce qu'ils ouvriraient pas après tout, etc.,
etc. C'est une posture, je pense, c'est une posture politique, c'est une question de principe. Alors déjà, ils vont vous dire qu'il y a un contrat, hein, on a libellé un contrat, on a signé un contrat, etc. C'est écrit que c'est en dollars et que c'est pas en roubles. On peut pas changer les modalités d'un contrat comme ça en cours de route, ça se fait pas. Mais une fois encore, les Russes auront beau jeu de dire, d'accord, c'est très bien, mais Boeing et Airbus ont changé les modalités du contrat en cours de route, ils ne livrent plus les pièces, ne font plus la maintenance, on a les appareils cloués au sol. Donc là aussi, on peut aussi très bien dire que c'est pas très très fair play de changer en cours de route des conditions sur ce domaine-là. Donc je pense qu'il y a une dimension de posture politique, de dire on va pas jouer le jeu du rouble, hein, et on comprend que ça renvoie à des questions de géopolitique plus profondes, hein, avec des dollarisations côté russe, et puis la volonté d'avoir des blocs financiers et géopolitiques qui sont relativement solides, et de pas de part et d'autre, et aussi le fait, comme je le disais, de pas vouloir changer un contrat en cours de route. Merci Igor, je pense qu'on a répondu à toutes les questions sur le rouble. Une question sur les visas. Vous vous souvenez, c'est le problème de limitation des visas sur les pays inamicaux, c'est l'effet miroir dont parlait Lavrov. Et Pavel, à quelle heure vois-tu demain le MID? À 13h, mais pour l'instant, aucune communication officielle, aucun article, aucun texte. Mais ce qui veut donc dire qu'à 17h30, tu pourras au moins nous faire... je pourrais au moins commenter la position du MID, oui. Le MID étant le ministère des Affaires étrangères russe. Donc, on vous dira ce qu'il en passe, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a aucune proposition de loi, donc on ne peut vraiment pas réagir à quoi que ce soit sur pour l'instant. Une petite précision aussi, à partir de demain, l'ambassade de France rouvre et redélivre des visas pour les Russes qui vont en France et redélivre des visas touristiques. Donc, les demandes touristiques peuvent être faites à nouveau. Sauf que la Russie reste en zone orange et donc le motif de tourisme n'est pas admis pour l'entrée d'un ressortissant russe sur les territoires français. Il n'y a plus de vaccin, un test PCR obligatoire et on peut demander un test, un visa de touriste, pardon. Ouais. Vous avez toutes les informations sur le site de l'ambassade de France à Moscou. On nous demande, Stellantis a annoncé son départ, mais c'est vraiment un départ? Voilà, exactement. Stellantis, donc, qui regroupe plusieurs marques d'automobiles, dont Peugeot notamment, a annoncé qu'ils allaient suspendre la production sur leur chaîne à Kaluga parce qu'ils n'ont plus de pièces à cause des problèmes logistiques que plein d'entreprises rencontrent, et pas que l'automobile, hein. Et par conséquent, ils ne peuvent plus produire de véhicules parce qu'il manque des pièces. Voilà, mais ils n'ont pas annoncé de départ. Non. On nous précise sur les visas qu'il n'y a plus de motif impérieux. Oui. Alors, on nous pose une question d'ordre militaire et je suis désolé, mais on ne répond pas aux questions militaires. On nous demande si les citoyens russes ont réellement accès au site internet européen d'information, journaux, TV, radio, etc. Je pense, et dès lors en tout cas, il faut utiliser parfois un VPN s'ils souhaitent se connecter sur certains sites. Donc, je pense que les gens savent utiliser un VPN et donc ils pourront y aller. Il faut savoir qu'il y a le régulateur russe qui parfois bloque l'accès à certains sites, mais en face, côté européen, certaines structures aussi bloquent dès lors que vous avez une IP russe, une adresse IP russe, automatiquement ça fait déclencher des pare-feux et vous ne pouvez pas accéder à certains sites localisés en Europe ou d'ailleurs en Asie parce que vous avez une IP russe. Donc, c'est là que si vous souhaitez vraiment vous y connecter, vous pouvez, le cas échéant, utiliser un VPN. D'où le développement de l'utilisation des VPN en Russie pour l'instant. Alors évidemment, c'est plutôt des gens jeunes que des personnes âgées qui l'utilisent, mais en fait, on a quand même accès à peu près à tous les sites en Russie. On le voit bien pour les informations françaises, on peut tout consulter. Alors, on nous demande, toujours sur les vaccins, un touriste vacciné à Sputnik peut-il rentrer en France? Oui, parce qu'on ne demande plus de vaccins pour rentrer en France, mais on demande un test PCR. On nous dit sur le site de l'ambassade,
liste orange et donc motif intérieur encore à présenter. Je crois qu'il faut vraiment entendre demain et voir ce que va faire l'ambassade de France parce qu'ils ont bien annoncé qu'ils rouvraient les visas pour les touristes. Et hier, nous avons l'excellent Gilles Chenesso avec nous. Est-ce que tu peux commenter, Gilles? De ce que j'en ai appris hier par les autorités consulaires, effectivement, c'est l'ouverture des visas aux touristes. Donc avec ce qu'on vient de dire très exactement, c'est-à-dire test PCR, choses comme ça, et donc suppression de la demande de motifs impérieux. Je pense qu'effectivement, il faut attendre un tout petit peu pour avoir la mise à jour du site. Donc soyez patients. Mais donc il y a eu des délivrances de visas assez nombreuses ces derniers jours. Il n'y a pas de problème particulier. Si tu permets, Emmanuel, je peux apporter une précision à la question de tout à l'heure, tu sais, sur finalement pourquoi le rouble, pourquoi ils ne veulent pas et pourquoi est-ce qu'il y a un refus de principe du G7. Je rappelle que le G7 a fait un communiqué commun pour dire que tous les pays du G7 refusaient de jouer le jeu du paiement en rouble. Il faut voir que je pense que pour ces pays, l'idée c'est de se dire aussi c'est un ballon d'essai pour les Russes et si jamais le paiement en rouble passe pour le gaz, ils vont l'appliquer derrière à beaucoup d'autres choses, d'autres types d'exportation. On parlait des engrais tout à l'heure. Tu as fait imaginer qu'ensuite on passe au paiement sur peut-être des engrais, sur du bois, la Russie est un pays qui exporte énormément de matières premières. Je pense que d'autant plus que les pays dits inamicaux représentent pratiquement 70% en valeur des exportations de gaz russe en 2021, ce qui est quand même colossal, et plus de la moitié du commerce extérieur de la Russie. Donc si on passe tout ça en rouble, en tout cas partie non négligeable de ça en valeur en rouble, évidemment que là, il y a un glissement. Enfin, on passe quand même, une fois de plus, en termes de dédollarisation, le signal qui va être envoyé à la Chine, qui va être envoyé à l'Inde, à d'autres pays qui cherchent peut-être aussi à dédollariser une partie de leurs échanges, va être terrible. Et ça va être un signal très très fort. Et évidemment que on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière sur le glissement vers des échanges financiers en voie de dédollarisation et d'une manière générale l'aménuisement du système de Bretton Woods avec indexation sur le dollar, etc. Donc c'est vraiment un glissement qu'il faut voir qui est géopolitique très important. Et je pense que les décideurs politiques et financiers en Europe sont parfaitement au courant de tout ça. Merci pour ces précisions, Igor. Toujours sur les visas. Alors, on nous demande, est-il possible d'avoir un permis de travail en France pour un résident russe? Alors oui, c'est tout à fait possible. En fait, comme l'Union européenne a enlevé, alors je crois que ça s'appelle l'accord de facilitation qui permettait d'avoir un process, disons, plutôt rapide pour l'obtention de visa de travail. Aujourd'hui, c'est un process assez long, assez long, qui se fait en quelques semaines, mais qui marche. C'est-à-dire que l'entreprise qui veut embaucher un Russe doit prouver qu'effectivement, ce travail doit être fait par une personne étrangère. Et pourquoi un Russe? Enfin, c'est ce qui se passe pour les 3/4 des pays à l'heure actuelle. Donc, mais ils délivrent des visas, ça m'avait été confirmé par l'ambassade de France il y a 10 jours. Donc on peut, si vous êtes russe et que vous voulez travailler en France, vous pouvez tout à fait le faire, tout à fait en faire la demande. Toujours sur les visas. Alors savez-vous si des entreprises avec des salariés russes on a envoyé dans d'autres filiales européennes car ils voulaient quitter la Russie. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles ils sont partis, c'est difficile de les donner. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient quitter la Russie ou c'est parce que, compte tenu de la faible activité de la société, on leur a offert l'opportunité d'aller ailleurs? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, il y a eu un certain nombre de salariés russes qui ont été replacés dans d'autres filiales à l'étranger avant de revenir. On avait eu exactement le même phénomène en 1997, qui était la première crise que nous avions vécue ici. Et la crise de 97, je me souviens, dans la société pour laquelle je travaille, on avait envoyé une centaine de Russes à l'étranger. Ce qui était assez intéressant, c'est ce qu'on se demandait s'ils allaient revenir. Ils sont revenus à 80%. Mais pendant
pendant 2-3 ans, on a une centaine de Russes à l'étranger. Et à l'époque, on n'était pas une très, très grosse société. On avait l'ordre de 500 employés. Aujourd'hui, on en a 5000. Mais vous voyez, on en avait quand même envoyé, grosso modo, un cinquième à l'étranger, et ça a lieu aujourd'hui. On nous précise, c'est pas parce qu'un touriste reçoit un visa qu'il peut rentrer en France. Ça, c'est vrai, un visa n'est pas un droit d'entrée. On peut vous refuser à la frontière, mais la France, pour l'instant, enfin, je n'ai pas d'exemple. Il y en a probablement, hein, mais je n'ai pas d'exemple. Ah, Gilles Chenesso me dit. Non, juste une précision, parce qu'on me l'a précisé hier. Il faut se méfier d'une chose, c'est l'endroit par lequel vous entrez. C'est-à-dire que le visa, s'il est valable pour la France, il est valable quand vous entrez en France, mais vous allez entrer dans l'espace Schengen par un autre endroit, puisqu'il n'y a pas de vol direct et de liaison directe. Et donc, il faut bien vérifier avant de partir quelle est la règle applicable dans le pays d'entrée, qui peut être un peu différente selon les pays. Voilà, donc faire attention à ça, simplement. Alors, toujours une question sur les entreprises. On nous demande, est-ce que vous proposez un accompagnement pour les entreprises françaises qui doivent fermer leur structure juridique en Russie, mais souhaitent conserver leur activité? Et savez-vous comment elles s'y prennent? Ben, oui, on le fait. Et d'ailleurs, on a 2 cas, si je me trompe pas. Aujourd'hui, des entreprises auxquelles nous proposons des services de démarches administratives, de portage salarial et de management de transition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si effectivement vous êtes dans cette situation-là, parce que c'est quelque chose que nous mettons en place, et nous mettons en place facilement avec nos membres d'ailleurs, hein, qui participent à ces managements de transition lorsqu'on en a besoin. On nous dit, alors pour information sur les VPN, voilà, en France, nous allons également nous mettre aussi à l'utilisation de VPN pour accéder à toute l'information, comme par exemple les sites de Sputnik et RT qui sont fermés en France aujourd'hui. Donc, c'est dans le sens inverse si vous voulez avoir accès. Mais je crois que c'est pas que Sputnik et RT, si j'ai bien compris. Je ne suis pas sûr que Commerçante soit accessible. Il y a un autre site équivalent de Commerçante qui n'est plus accessible de France aussi. Donc, de toute façon, quand vous voyagez, il vaut mieux avoir un VPN. On nous demande, un touriste peut-il payer en France avec une carte MIR? Oui, si elle est UnionPay. C'est toujours le mariage de MIR, la carte russe, avec UnionPay, le système de paiement chinois. Et pour l'instant, on a encore demandé à nos banquiers, enfin à la Rosebank hier, qui continue à travailler sur une carte conjointe MIR UnionPay, mais qui est toujours pas mise en place. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Sberbank qui la délivre, si je me trompe pas. Et avec la carte UnionPay, MIR UnionPay, on peut payer en France, mais il faut trouver les boutiques qui l'acceptent aussi. Tout le monde n'accepte pas UnionPay. Si vous allez aux galeries, il faut trouver un endroit où il y a beaucoup de Chinois, c'est accepté. Si vous allez à Paris, vivez dans le 13e. On a plus de questions là. Non, mais voilà, je crois qu'on a passé à peu près on a passé à peu près en vue toutes les questions. Pavel, alors si, excusez-moi, on en a une, j'avais oublié. On nous demande très gentiment, on nous demande comment s'est déroulée votre soirée d'hier avec la communauté française. Eh bien, remarquablement bien. On était, je ne sais pas, plus de 200, je crois. On était plus de 200. L'ambassadeur est venu avec le ministre conseiller, avec le consul général, avec le chef des services économiques régionaux, ce qui a permis un dialogue qui était l'objectif entre la communauté française, les autorités russes, et puis avec nous, et puis surtout le plaisir pour les Français de se retrouver dans un lieu qui était très convivial. Et du coup, on va le refaire, on le refera fin avril. Je dis ça, il y a les équipes de la CCFR qui l'apprennent en live.
ou revoir vos vidéos sur le YouTube. Vous tapez CCI France-Russie et vous allez voir tous les briefings avec la date qui s'affiche et vous pouvez revoir nos vidéos. Hein. On est toujours à peu près 200 personnes à le regarder en live, mais il y a plus de 1000 personnes qui le regardent par la suite. Donc vous pouvez faire partie de ces 1000 personnes sans aucun problème. D'ailleurs, on m'a dit hier soir que ma voix berçait les gens avant qu'ils n'aillent se coucher. Donc, si au moins je peux servir à ça, j'en serais ravi. On m'a dit la même chose, mais c'est une responsabilité qui est lourde à porter. Oui, alors aussi une nouvelle, on a décuplé nos efforts sur le lobbying pour la défense de nos entreprises en ces temps complexes. Nous avons été reçus cet après-midi par le président du patronat russe, M. Alexandre Shokhin, président du RSPP, et nous avons acté la création d'un comité commun qui sera dédié à tout ce qui peut concerner la défense des investisseurs étrangers, tout secteur d'activité confondu, en liaison étroite avec tous les ministères, les organes fédéraux et autres donc on va travailler ensemble avec le RSPP en amont sur les projets de loi. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui vont avoir une incidence extrêmement forte sur l'avenir des entrepreneurs occidentaux ici, notamment la libéralisation des importations parallèles, quelque chose dont on va beaucoup entendre parler. Donc, voilà, la CCIFR avec le RSPP monte un comité commun pour travailler sur tous ces sujets. Nous allons vous en dire plus dans les jours qui viennent. Plus de questions, Président ? Donc, comme tous les soirs, je vous rappelle l'existence de notre hotline, de notre fil Telegram et le fait que nous nous retrouverons demain 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris, heure d'été, mais GMT plus 3 à Moscou. Tenez bon et merci d'être avec nous. Un gentil auditeur félicite Igor pour la qualité de ses analyses. Nous sommes d'accord. Oui, mais personne ne s'endort avec Igor. Oui, mais justement, un autre gentil auditeur nous dit « Bonne nuit les petits ». Il a raison. Bonne nuit les petits. La CCI France-Russie reste à vos côtés, même pendant que vous dormez. Au revoir.